Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Hello, beauté, et c'est parti pour ce 14e épisode. J'espère que vous allez bien. C'est notre dernière thématique de l'année 2024 puisqu'elle se termine très bientôt. Ma voix a devancé même l'année parce qu'elle est déjà partie. Bon, j'avais pas eu le choix, il fallait que je m'enregistre. Donc je m'excuse d'avance du petit inconfort. Fait que ça peut arriver là que la voix soit un peu rauque, mais il n'y a pas de souci par rapport à ce que je vais expliquer. On va très bien m'entendre, je vais faire du mieux que je peux. Alors justement, on va passer à une nouvelle année, comme vous savez. Et de nouveaux défis vont apparaître certainement, comme d'habitude, comme à chaque année d'ailleurs, comme tout le temps en fait, comme tous les jours de la vie. Et on sait que c'est souvent le moment de faire le point sur ce qu'on a vécu, toutes les informations qu'on a synthétisées en 2024, qu'est-ce qui va se passer pour 2025, surprise. On avance en année, mais cela n'empêche que le passé reste à sa place, tout simplement. Il reste où il est. C'est nous qui avons l'illusion que le temps change, mais en réalité, change-t-il vraiment ? Le temps est une question de perception. D'ailleurs, vous savez que parfois on a l'impression que ça passe vite, parfois on a l'impression que ça passe doucement. Mais en fait, le temps, il est là. C'est tout. Et en parlant de temps, ça me fait penser des moments hyper troublants que j'ai vécus où je regarde l'heure, il est par exemple 9h04, je fais juste un truc, puis je retourne la tête, je regarde, il est 9h10. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Comment ? Ça m'a pris que 1 minute. Je comprends pas. Franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais... Et il n'y a pas que ça, Des fois, on cherche quelque chose. Ah, ça, c'est vérifié, ça. Ça, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Je cherche un truc, mais je cherche, je ne le vois pas. Je reviens parfois là où j'ai déjà cherché et la chose apparaît. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a des êtres qui s'amusent à jouer à cache-cache avec moi parce que sinon, c'est pas possible. Ils doivent maîtriser une technologie que je ne connais pas parce que je ne comprends pas. Et j'ai vérifié, mais jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère. Et ça, c'est fou. Mais enfin bref, en parlant de temps, justement, ça introduit bien mon sujet du jour. On va parler un peu d'histoire. Bon, je vais pas faire un cours d'histoire, bien sûr que non. Je voudrais qu'on parle, oui, de l'histoire et de l'identité. C'est un peu en continuité de mon épisode précédent sur le voyage, parce que tout ce que je vais aborder par la suite a été davantage exploré, justement, depuis cette reconnexion à moi-même. Et j'étais dans cette démarche-là, avant de voyager, de chercher à en savoir un peu plus sur moi, sur mes origines, etc. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. En fait, pour dire vrai, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais la connaissance libère, n'est-ce pas ? La connaissance libère. Donc, quand on goûte à une certaine forme de liberté, on ne veut plus retourner à l'état d'avant. On veut continuer comme ça. Mais sachez que ça peut vous arriver sans avoir à voyager aussi. Moi, je parle de mon parcours à travers le voyage. Mais ça peut survenir à n'importe quel moment et n'importe où. Ça dépend de qui vous êtes, tout simplement. Pour ma part, à mon retour, tout avait basculé. Bon, je ne vais pas développer tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai dit déjà dans l'épisode précédent. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à aller jeter un petit coup d'oreille pour en savoir un peu plus sur mon parcours et ce qui m'a amené jusqu'ici. Mais le but est plutôt de développer ce que je n'ai pas abordé dans l'épisode précédent et autre chose. Donc, comme je le disais, il fallait que je parle du fait de connaître notre histoire, notre identité, parce que c'est un peu le fondement, c'est la base. Et pour certaines personnes, vous allez me dire, oui, mais c'est logique, il faut savoir qui on est, etc. Sauf que ça ne va pas toujours de soi. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas évident. En tout cas, je parle pour ceux de ma communauté, ceux que j'ai pu rencontrer. Nous sommes parfois très ignorants et pire, même complètement perdus, et même sans le savoir sur qui nous sommes. Moi-même, la première, à un certain moment, j'étais dans cette phase-là. Et ce n'est pas un jugement. Ce que je dis, c'est une suite de constats qui a fait que j'en arrive à cette conclusion-là. Et je tiens à préciser même que les propos que je vais tenir ne visent pas à attaquer qui que ce soit. On est là pour discuter, justement. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je maîtrise tout de mon histoire et qu'elle n'a plus de secret pour moi. Mais j'ai vu quand même la différence entre ma perdition d'avant, de l'époque, avant ma compréhension actuelle, et aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous ce genre de transmutation parce que ça change la perception. Parce que beaucoup de choses sont devenues plus claires, plus fluides. On voit les choses d'une manière plus concrète aussi, moins compliquée. Conséquemment, j'ai envie de dire, on subit moins la vie. On subit moins la vie parce qu'on n'a pas la même posture.
notamment la posture qu'on peut avoir très souvent comme une victime face aux événements de la vie, face à ce qui nous arrive, alors que quand on sait, quand on connaît, on n'a plus le même regard. La connaissance est infinie et ce n'est que lorsque l'on découvre une chose que l'on réalise à quel point nous étions ignorants. Donc je dirais qu'il faut être humble dans cette démarche car beaucoup sont passés par là avant nous et d'autres passeront aussi après. Donc, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, parole de sagesse africaine. Donc qu'on le veuille ou non, en tant qu'individu, nous avons tous une histoire et une identité naturelle, innée, hein, lorsqu'on en vient au monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un point de départ, un point central à toute chose. Et en le connaissant, ce point-là, je pense qu'on peut être en mesure d'y trouver une force ou notre motivation. Une personne qui ne sait pas d'où elle vient saura difficilement où elle devra aller. Et justement, je dirais que ce point central est notre identité. C'est-à-dire par définition la manière dont on se perçoit ou on se définit, notre unicité en fait, au-delà de nos traits de caractère, mais avec nos expériences de vie, c'est toutes nos croyances, nos valeurs, et très souvent c'est ça, d'où on vient, notre origine. Tout ça, c'est au-delà de l'aspect physique, bien entendu. Hein. On s'entend qu'aujourd'hui, le physique, aujourd'hui ou comme depuis toujours, le physique ne suffit pas pour définir une personne. C'est même plutôt réducteur de limiter une personne à son corps physique. Sans compter que, dépendamment de la perception de beaucoup, nous sommes conscients que nous ne sommes pas juste un corps physique, nous ne sommes pas juste un corps biologique, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes un esprit, nous sommes une âme, nous avons plus d'un corps en fait. Et ces choses-là ne se voient pas spécialement à l'œil nu, donc ça nous montre bien à quel point l'humain est complexe, donc justement une grosse boule de mystère. En fait, je dirais même que nous sommes une énigme à résoudre une fois sur Terre. Une fois on est une énigme, on a un temps donné, et si nous sommes là, c'est bien pour une raison. Mais quelle est-elle ? Certains d'entre nous arrivent à s'en rendre compte assez tôt, du genre avant 20 ans, et pour d'autres, c'est dans la vingtaine, dans la trentaine, voire même bien après, beaucoup plus tard. Pour certains, ce sera même jamais. Ils mourront sans avoir appris pourquoi ils étaient là. Mais il n'y a pas de fatalité. Bon, c'est triste avec du recul, parce qu'on comprend que certaines choses auraient pu être faites, mais avec le temps, on se rend compte aussi que finalement, la vie en tant que telle se résume juste à vivre. C'est nous qui la rendons compliquée, avec nos modes de fonctionnement, nos pensées, mais en soi, c'est le fruit de notre perception. Et on pense ensuite que la vie est injuste, alors que de nos jours, nous savons que ce que nous vivons est très souvent le reflet de notre état intérieur. Une projection de plusieurs choses, parfois inconscientes, qui vont se manifester à l'extérieur de nous pour expérimenter ce qu'on appelle la vie. Mais j'intègre le fait aussi qu'il y a des choses, des événements extérieurs non contrôlés qui ne viennent pas de nous, qui entrent parfois en jeu et qui rendent les choses encore plus difficiles, ça c'est certain. Et c'est là que commence un peu le parcours du combattant. Il faut reconstituer le puzzle en un temps donné. Et lorsque l'on vient dans un milieu compliqué, c'est difficile. Et je dirais en plus lorsque l'on est dans une communauté qui a vécu un traumatisme identitaire comme les Africains sur de nombreuses générations, la reconstitution est une chose délicate, parce qu'il y a encore des séquelles qui sont énormément présentes. Et on sait à quel point cette partie de l'histoire a eu des effets durables sur les communautés africaines et afrodescendantes. Pour ceux qui ne le savent pas, il serait temps de s'informer, d'autant plus que l'information est devenue assez accessible, c'est plus un secret. Moi, de mon côté, je n'ai pas eu l'occasion de faire mes études collégiales et supérieures sur le continent mer. Donc, quand la question de mon identité a commencé à me titiller, je peux dire que je partais quand même un peu de zéro, dans le sens qu'en dehors de la sphère familiale, j'avais eu accès à moins d'informations que quelqu'un qui a vécu sur place toute sa jeunesse, par exemple. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église. Donc, lorsque je cherchais à en savoir un peu plus sur mon identité, on va dire dans l'adolescence jusqu'à le début de l'âge adulte, j'avais pas beaucoup d'outils. Et c'est d'ailleurs tout naturellement que je me suis donc tournée vers la Bible. Je me disais qu'il devait y avoir des éléments de réponse, puisque l'origine de l'humanité provenait d'Adam et Ève. Donc, je pensais retracer un peu le chemin, pas jusqu'à ma famille, non, il ne faut pas exagérer, mais voir à un moment donné une explication potentielle sur l'origine de nos cultures, de nos couleurs de peau variées, etc. Un peu comprendre à quel moment ça a commencé et à quel moment ça s'est décliné. Sauf que, pauvre de moi, j'ai plutôt été confrontée à plusieurs choses, comme de l'anachronisme, des incohérences. Finalement, j'ai plus eu de la confusion, parce qu'à aucun moment, j'ai trouvé l'information sur comment on est passé de Adam et Ève à un peu la diversité de population qu'on peut observer aujourd'hui.
Mais voilà, j'ai pas abandonné, j'abandonnais pas. On se dit des fois, bon, peut-être à travers la prière, certaines réponses peuvent nous parvenir. Sauf que malgré tous mes efforts, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est là que tu te dis, mais c'est bizarre de ne pas retrouver plus d'informations dans quelque chose qui parle de l'origine de l'humanité. Après, je me disais, bon, en même temps, c'est normal aussi, si un livre devait tout expliquer, devait tout raconter, il serait 10 fois plus épais que le livre actuel qu'on peut avoir. Donc, c'était pas non plus étonnant que tout n'y figure pas. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu normal, mais quand même, il manquait des choses. J'avais besoin d'éléments de réponse, il me fallait encore fouiller. Bon, je rappelle un petit peu le contexte quand même. Jeune fille noire, d'origine africaine, qui vivait en Occident, voilà, consciente de toute la difficulté à laquelle mon peuple était confronté, entre les histoires de discrimination qu'on entendait à droite à gauche, de racisme, voire même certaines injustices mondiales, à un moment donné, ça t'interpelle en fait. Tu te dis, il y a forcément une explication, que ça vienne de Dieu ou pas. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi essayer de comprendre? Donc, je me lançais alors dans cette quête de vérité. Mais en même temps, en parallèle, je cherchais toujours à me rapprocher de Dieu, toujours, n'est-ce pas? Mais c'est alors que je découvre que la Bible, finalement, qui était censée m'apporter certaines réponses, avait été écrite à partir de traductions grecques et hébreu. Donc là, je me dis, tiens, comment ça, traduction grecque et hébreu? Donc, petite recherche historique pour essayer de comprendre l'origine du christianisme et tout le reste. Donc, je savais, parce que j'avais appris à l'école que la civilisation de la Grèce antique était cousine à celle de la Rome antique, mais sans plus. Et pour les Hébreux, que c'était, on va dire, le premier peuple évoqué dans la Bible, voilà, avec le judaïsme, et que le judaïsme était la première religion abrahamique. Donc j'avais quelques notions quand même, mais il n'y avait pas d'interconnexion. Donc en fouillant par-ci par-là, à partir de ma religion, comment ne pas tomber sur cette période sombre de notre histoire, cette période où l'Afrique a connu la colonisation. Donc forcément, quand tu essaies de faire quelques recherches, tu arrives toujours à cette phase-là. Comme si on n'avait pas eu d'histoire auparavant. Que c'était limite une terre désertique, en fait, que c'est là où tout a commencé. Sauf qu'on sait très bien que c'est faux, totalement faux. Puisqu'en faisant quelques recherches sur l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses même qui se sont passées, tellement même de choses qu'on ne sait même pas jusqu'à où ça remonte. Et c'est là que tu réalises quand tu fais des recherches que, en fait, on le fait toujours depuis un angle précis, depuis un paradigme. Et ici, pour mon cas, c'est à travers des éléments qui sont donnés par celui qui l'a écrite, cette version-là de l'histoire. Donc l'Européen, c'est sa version à lui. Alors, où trouver ta version à toi, celle de ton peuple? Difficile de la retrouver en version papier, accessible comme tout le reste. En plus, ton peuple était dans une posture, j'ai envie de dire, misérable. Il devait se battre, il devait travailler de force. À quel moment il avait le temps de retranscrire son histoire, tout raconter. Et puis même si c'était le cas, c'était brûlé, c'était pas gardé, quoi. On peut retrouver parfois des lettres ou des journaux intimes, des petits messages à droite à gauche, des témoignages, mais il n'en reste que ça rendait quand même le travail de recherche un peu compliqué. Donc voilà la réalité dans laquelle on est confronté quand on veut faire quelques recherches. Et c'est là que je découvre qu'une partie de mon histoire était fortement liée à cette colonisation, aux traites négrières, car c'est une période où beaucoup de choses se sont passées, où les choses justement ont pris un autre tournant. Et depuis cette phase-là, du moins aux dernières nouvelles, l'homme noir a été rabaissé à un tel niveau qu'aujourd'hui encore, il subit les conséquences de cette période historique-là. Et il faut le dire clairement, on ne peut pas nier aujourd'hui que son identité a été bafouée. Je parle d'identité, mais c'est plus que ça, c'est son humanité. On sait aujourd'hui que de nombreux auteurs européens, très appréciés dans la littérature en Occident, ceux même qu'on apprenait gentiment à l'école, notamment en France pour ma part, avaient des idées bien tranchées sur l'homme noir. Par exemple, Voltaire, dans ses essais et ses lettres, il a exprimé des opinions assez intenses sur les Noirs, en les qualifiant parfois de sauvages. Mais il n'y avait pas que lui. Il y a aussi Jean-Jacques Rousseau, qui qualifiait même de sauvages toujours. Pas seulement les Noirs, c'était aussi tout ce qui n'était pas européen. Là, on était dans un contexte colonial, donc il faut voir la mentalité de l'époque. Et ça, c'était XVIIe siècle, XVIIIe siècle, mais il y en a eu des plus récents, au XIXe siècle aussi. Joseph Arthur de Gobineau, lui, il est connu pour son livre. Il a un ouvrage qui s'appelle « L'inégalité des races humaines », où il soutient clairement que les races sont inégales et que la race blanche donc est supérieure.
Donc quand on s'intéresse à l'histoire mélanoderme, on ne peut pas passer à côté de cette phase où la suprématie de la race blanche a été mise énormément en avant. D'ailleurs, a été même utilisée pour justifier certains actes et certaines choses. Donc ça, c'est un détail qui est quand même très important. Bon, le but, c'est pas de l'étaler ici, de les étaler. Beaucoup d'entre nous le savons déjà, ou on l'a appris, et je ne veux pas le réévoquer ici, mais c'est pour comprendre que ces grandes figures, bien que certaines d'entre elles prônaient parfois la justice sociale et l'égalité, mais leur écrit, encore aujourd'hui, reflète bien les attitudes de leur époque envers les Noirs. Et l'égalité, ce n'était pas pour tous les peuples à la surface de la Terre. L'égalité, c'était pour eux, uniquement dans leur vision eurocentrée de l'humanité. Donc, quand tu comprends ça, tu as déjà un peu l'état d'esprit dans lequel les choses étaient faites. Après, plus en profondeur, on sait aussi que tous les Blancs n'étaient pas forcément privilégiés dans la société. Je ne dis pas qu'ils vivaient tous heureux, qu'ils ne manquaient de rien. Mais là, on rentre dans une dimension un peu plus macro-sociale des choses. Et là, ce n'est pas le sujet. Je parle vraiment ici sur une vision plus large et globale pour celui qu'on appelle l'homme noir, autrefois appelé le nègre, qui, peu importe sa situation sociale dans son pays, était considéré tout simplement, à une certaine époque, comme un moins que rien aux yeux des colons. Donc là, déjà, le choc, car je savais certaines choses, mais j'en ai pris conscience à ce moment-là. J'étais plus mature, je n'avais pas 10 ans. Donc j'avais vécu aussi certaines choses qui ont fait que ça me parlait. Je comprenais l'impact qu'avait pu avoir cette perception sur les choses du quotidien. Et avec un peu de logique, on comprend pourquoi certains comportements à l'égard de l'homme noir perdurent. Du moins, c'est ma compréhension que j'ai eue. Et on peut la trouver simpliste, parce que les choses vont évoluer, diront certains, mais à quel point finalement ? Surtout qu'on ne peut pas effacer 4 siècles d'idéologie coloniale et raciste en 60 ans. Et je parle de 60 ans car c'est à peu près l'âge de l'indépendance de la plupart de nos pays africains actuels. Donc en gros, l'âge d'un parent aujourd'hui et même un grand-parent parfois pour certains. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas si loin derrière nous. Et avant ça, la majorité de nos pays étaient encore donc sous une forme de domination et sur plusieurs plans. Donc voilà, le puzzle étant un peu reconstitué, résolu, bien évidemment, toutes ces informations, ça fait réfléchir. Ça fait mal aussi, parce que quand tu réalises ça, tu te dis, ah oui, quand même. Parce que c'est une réalité, c'est pas facile à digérer. Puisque, comme je le disais au début, beaucoup des nôtres continuent de subir, que ce soit directement ou indirectement, les conséquences de cette période-là de l'histoire. Et on le sait pour les plus avertis. Et là, vous vous dites, mais ok, quel est le lien avec Dieu, avec l'identité ? Mais c'est ça, justement. Je disais tantôt que j'avais commencé à chercher la vérité sur le plan biblique. Mais en ne trouvant rien, j'ai creusé ailleurs. Donc, il faut déjà voir, moi, dans mon parcours de recherche, où je commence à chercher l'information. Et sauf que, Dieu ou pas, beaucoup de Noirs souffrent encore. Comment un peuple avec autant de foi peut-il souffrir autant ? Et ce Dieu en question, dans tout ça, en fait, quel est son rôle ? Est-ce que c'est une question de karma ? À quoi ça correspond ? Certains parlent même de la malédiction de Cham. Donc, toutes ces choses-là, mais ça t'interpelle. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser en profondeur. Et à l'église, dans mon entourage, on me disait que ça n'avait rien à voir avec Dieu. Qu'il ne fallait pas mélanger les choses des hommes avec les choses de Dieu, ceci, cela. Des réponses qui veulent tout dire et qui veulent rien dire à la fois en réalité. Puisque, ok, ça n'a rien à voir peut-être avec Dieu, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça ne répondait pas à la problématique. Donc, comment alors expliquer cette souffrance pour un peuple s'il a toujours beaucoup prié ? Il y avait forcément un détail qui avait échappé à un moment de l'histoire. On ne serait pas dans cette situation. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve comme ça ? La fameuse question. Et étions-nous rien avant l'arrivée des Européens finalement sur le continent ? N'avions-nous pas de civilisation, de culture, de spiritualité ? Et c'est là le poteau rose. Je découvre que le christianisme et compagnie, en tout cas celui que tout le monde connaît aujourd'hui, est arrivé sur le continent à travers le colonialisme. Pour résumer, en gros, avec la colonisation, ça a été des outils politiques utilisés par les Européens pour la conquête de nouvelles terres. Donc, désolé pour ceux qui ne le savaient pas ou qui vont être surpris par les propos que je vais tenir, mais c'est la réalité. Qu'on le veuille ou non, ça ne vient pas de moi en plus. Et clairement que le christianisme même dont on parle aujourd'hui, c'est une forme plus évoluée du christianisme. Je ne sais même pas comment le dire, remixer même. Parce qu'au fil des années, le christianisme a connu de nombreuses modifications au niveau de sa doctrine. Donc il n'est pas surprenant de découvrir que le christianisme de l'époque de l'an 300 par exemple, mais n'est pas exactement le même que celui de l'an 1100 et encore moins celui de l'an 1500 ou celui de 2024.
Il y a eu des textes, des passages qui ont été retirés de la Bible. Ça a évolué au fil des années. Donc, il y a eu de nombreux conciles, des décisions politiques qui ont fait que l'Église prenne une certaine place afin de justement même imposer le christianisme comme religion d'État. Ça, c'est l'histoire. Et petite précision, car là, quand je parle d'Église, c'est l'Église avec un grand E, pas avec un petit E. Il ne faut pas confondre l'Église avec un grand E, qui fait référence à l'ensemble de l'institution chrétienne en tant qu'entité organisée et reconnue, comme un peu le Vatican aujourd'hui, le pape qui est représentant de l'Église catholique, et l'Église avec le petit E qui correspond au bâtiment, donc l'endroit dans lequel on va prier. Donc, pour en revenir à ce que je disais, pendant des siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, l'Église avec un grand E avait une place très importante dans la société. Elle a joué un rôle central dans l'histoire de l'Europe, puisqu'elle a influencé de nombreuses grandes décisions politiques, sociales et culturelles. Ça, c'est pas un secret. L'Église catholique était et est encore aujourd'hui une institution puissante. Et on sait qu'il y a plusieurs branches, justement. Moi qui suis issue d'une famille protestante, la réforme protestante, par exemple, a remis en question le pouvoir de l'Église catholique. C'est comme ça que c'est apparu, avec les Martin Luther, les Calvin, pour ceux qui ne le savaient pas. Et beaucoup ne le savent pas, même les protestants eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont protestants. Dans le sens qu'on se dit, oui, chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien évangélique, mais concrètement, ça veut dire quoi? On protestait contre quoi? On protestait contre certaines pratiques et certaines doctrines de l'Église catholique romaine à l'époque. Et que le nom en lui-même dit tout. Bref, donc si vous me suivez toujours, vous comprenez que l'Église avec un grand E était très influente. Donc forcément, elle a joué un rôle dans la colonisation. Il y a même une justification religieuse à cela, que c'était une mission divine pour évangéliser les peuples non chrétiens. Bien que ça se dise peu, pour pas choquer certains, mais encore une fois, ce sont des informations que l'on peut retrouver facilement. En cherchant un peu, on découvre par exemple que des papes comme Alexandre VI ont émis des bulles papales qui légitimaient les conquêtes européennes en Amérique et en Afrique, parce que ces terres étaient considérées comme non chrétiennes. Donc il fallait aller propager la foi chrétienne. Une bulle papale, je précise, c'est un document officiel émis par le pape, souvent utilisé pour des décisions importantes. Donc oui, quand les Espagnols, par exemple, avaient été sur le continent américain, il y avait aussi eu une bulle papale, donc ça avait été autorisé. Vous voyez? Donc vous comprenez un peu toute la logique. Et justement, on sait que les ordres religieux, comme les jésuites, les franciscains et autres, étaient envoyés dans les colonies pour évangéliser les populations autochtones, les fameux missionnaires qui venaient propager la bonne parole. Donc en gros, les mêmes personnes qui sont venues asservir, exploiter des ressources naturelles et humaines sont les mêmes personnes qui sont venues propager un soi-disant message de paix et d'amour à travers une religion appelée christianisme. Waouh! Le choc. Quand tu comprends ça, tu te dis, ah oui, quand même, il se passe quelque chose dans ta tête. Parce que quand tu découvres tout ça, c'est un peu troublant. Puisque ça fait beaucoup d'informations que tu découvres, que tu réalises. Et tu te demandes, mais ça ne suit pas la logique aussi de la doctrine enseignée. C'est ça le pire. C'est clairement contradictoire. Alors, où est l'amour du prochain dans tout le reste? Et là, certaines peuvent dire, oui, mais ça arrive de faire des erreurs. C'est le passé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Sauf que non. Asservir un peuple, cela ne se fait pas par erreur. Premièrement, c'est un plan bien défini. Une stratégie destinée à fonctionner qui se fait à l'aide d'outils en principe efficaces. Sans compter que ce que je dis, ça ne s'applique pas qu'à l'Afrique. Petite remise en contexte. Quand j'ai commencé à découvrir ces choses-là, j'étais en France. Et c'est ensuite que j'ai voyagé, que je suis partie. Où ça? En Amérique latine. Comme par hasard. Bon, j'ai toujours rêvé d'y aller en plus. Donc, je ne vais pas raconter mon voyage, puisque j'en ai parlé dans l'épisode, mais je vais plutôt évoquer les détails, justement, que je n'ai pas mentionnés. Et il s'avère que j'ai pu faire des interconnexions. Et parmi les choses qui m'ont interpellée, qui m'ont fait prendre conscience de qui j'étais, et ça me fait penser à l'interview que j'ai fait avec Camille, qui disait dans nos échanges que c'est à travers la rencontre de l'autre, en fait, que tu prends conscience parfois de ta propre culture. Tu découvres quelle est ta culture, finalement. Et c'est en plein ça. Tu réalises, une fois que tu es confronté à l'autre, que oui, ta culture, c'est ceci, c'est cela. Et donc, j'ai réalisé pour de vrai. Parce qu'avant ça, c'était dans les livres, c'était dans les films, que les autochtones, les afrodescendants du continent voisin, finalement, avaient vécu plus ou moins la même chose que ce qui s'était passé en Afrique. Logique, puisqu'une partie avait quitté l'Afrique pour se retrouver là-bas. Donc là, double choc.
Je suis dans cette nouvelle terre, je vois des similarités, et je me dis, c'est pas par hasard quand même. Je suis consciente de l'histoire, certes, mais là, il y a trop de similarités. Finalement, qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc les impacts et les séquelles étaient similaires. Beaucoup de populations autochtones aussi de l'Amérique ont souffert de cette traumatologie historique-là. Et comme par hasard, avaient le même rapport à la religion. Donc j'y arrive avec mon histoire de religion et d'identité. Je me suis étalée sur ce détail parce que c'est un point très important. Non seulement parce que c'est à travers ça que je suis arrivée à comprendre mon histoire, mais on sait aussi que la religion a occupé et occupe encore une place très importante dans notre culture. Aujourd'hui, on sait très bien que la majorité des Africains sont religieux, sont croyants. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie, on peut même être ignorant sur son histoire, totalement perdu dans la société, ne pas savoir ce qu'on veut, mais tant qu'on est religieux, pour certains, ça suffit. Et ça rassure les gens autour de nous. Et ce qui interpelle, c'est que certains ont une foi si aveuglante qu'ils sont incapables de remettre les choses en question. Et surtout quand ça ne marche pas, et penser que juste croire, ça suffit. Mais sauf que parfois, ça ne suffit pas. Clairement, j'avais la foi, je priais, mais comme je l'ai bien expliqué, il fallait que je creuse, il me fallait plus d'informations. J'ai quand même pu remettre les choses en question. Malgré les discours que j'ai pu avoir un peu trop light, un peu trop légers, ça ne suffisait clairement pas. C'était pas la foi qui allait me permettre d'avoir les réponses à mes questions. La preuve, j'ai fait preuve de patience et d'attente, mais ce n'est pas arrivé. Donc, est-ce qu'avoir la foi, c'est mauvais? Non, c'est pas ce que je soulève. Mais cela n'empêche qu'il faut savoir en quoi on croit, surtout d'où ça vient et pourquoi. Vu que c'est devenu une partie intégrante de notre identité, est-ce qu'on le fait par suivisme, par mimétisme ou par ignorance? Je me rappelle, à l'époque surtout, pour ceux qui ont grandi à l'étranger, tu apprends comment vivaient les Européens au Moyen-Âge, ou il y a 200 ans, l'origine de certaines coutumes, leurs habitudes alimentaires, les combats sociaux qui ont fait évoluer le monde, leur communauté, leur pays, etc. Mais pour les Africains, rien. C'est pourquoi, à un moment donné de ta vie, tu peux chercher à savoir ce que nous étions avant, notre fonctionnement. Puisque même quand on fait le parallèle avec nos habitudes culturelles actuelles, il y a parfois une rupture très apparente, notamment entre ce qui se fait, ce qui se dit, et parfois même la religion qu'on pratique tant que ça. Donc on pratique des cultes traditionnels, mais d'un côté c'est diabolisé, sachant que ça fait partie intégrante de notre culture, de nos habitudes. Donc à un moment donné on se demande mais comment ça se fait en fait? Pourquoi mes habitudes culturelles sont-elles diabolisées sur le plan des autres? Il y a des choses comme ça, en fait ça t'interpelle. Alors on finit par se demander à un moment donné, avant les religions importées, est-ce qu'on avait une connaissance de l'existence de Dieu, d'une force supérieure? Quelles étaient nos pratiques finalement? Quel était leur but aussi? Mais hélas, quand on parle de ça, les gens s'offusquent et les gens ne comprennent pas le rapport. On fait vite face à une rigidité parfois même surprenante. Pour beaucoup, les parents eux-mêmes ne le savent pas, car on ne leur avait pas transmis. Et pour d'autres, les parents ne veulent même pas en parler et ne veulent pas transmettre l'histoire, les connaissances, parce qu'ils jugent que ce n'est pas important. Certains ont eu même droit à des réponses du genre « Ah, mais c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est la tradition », mais sans aucune explication plausible. Donc c'est en quelque sorte le vide, la confusion. Et c'est là qu'on réalise que dans la communauté, nous sommes arrivés à un détachement disproportionné vis-à-vis de ce que nous étions. La période sombre a effacé, ou plutôt bouleversé beaucoup de choses, certes, mais il faut clairement se reconstruire. Je ne trouve pas qu'on peut se permettre à l'heure actuelle de faire abstraction du passé, comme si on avait atteint la maturité nécessaire pour ne plus s'y intéresser. Parce que finalement, on parle de quel point? Pour repartir de zéro, il faut une base dans tous les cas. Mais cette base, où elle se trouve? Elle se trouve en nous, à l'intérieur de nous, et non à l'extérieur. Et c'est là que ce proverbe africain a pris toute son importance. Je me rappelle, je l'avais découvert quand j'étais de l'autre côté de l'océan. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et j'aime beaucoup ce proverbe parce que ça m'a transmuté à travers le voyage. Il est très profond, au-delà de l'origine géographique, puisqu'il peut être transposé sur différents plans. Sans tomber dans l'individualisme à outrance. Et c'est pas regarde ta petite personne, non. C'est au-delà de ça. Parce que ce proverbe, il nous rappelle déjà que, premièrement, nous ne sommes pas là par hasard. Nous venons au monde dans une communauté. Personne à l'heure actuelle que nous connaissons n'est venu au monde par apparition en un claquement de doigts. Donc à partir du moment où tu nais dans un environnement donné, celui-ci nous a façonnés à un moment de notre vie. Que ce soit pour une courte ou une longue période,
Cet héritage a laissé en nous une empreinte. Et donc, dans les moments de perdition, en revenant à nous, on peut avoir des éléments de réponse face aux questions de la vie qu'on peut se poser. Et deuxièmement, le proverbe nous rappelle que les expériences vécues, qu'elles soient positives ou négatives, elles offrent des leçons de vie précieuses. En les examinant, on peut éviter de répéter les mêmes erreurs et apprendre à mieux gérer les situations futures. Parce que justement, on sait d'où on vient. Donc oui, c'est vraiment profond, vous voyez. C'est seulement quelques mots, mais ça veut dire beaucoup de choses. La phrase en elle-même nous invite à une réflexion sur notre identité, sur notre passé et sur notre place. Et ça, c'est la sagesse africaine. Des enseignements à travers des paraboles. Il n'y a pas toujours eu des livres pour tout dicter, pour dire comment faire, comment se comporter. Certaines paroles suffisent. Et celles-ci nous parlent selon notre niveau de conscience. Ça, c'est une manière d'éduquer. Donc tout ça pour dire que comprendre son héritage, c'est aussi l'honorer et de cette manière, on peut plus facilement le préserver pour qu'il soit transmis. C'est comme ça que l'on peut réanimer les sentiments de fierté et d'appartenance à nos coutumes, qui malheureusement se perdent parfois. Or, nous savons à quel point elles véhiculent des valeurs fondamentales, telles que le respect, la solidarité, la sagesse, le bumuntu, ou l'ubuntu, comme on dirait aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer les choses bêtement, non. On reconsidère toujours les choses selon leur contexte et les enjeux. Wadiafwa, Yikadio, rajoute à ta sagesse, à ta culture, ce qui est bon. C'est important. On s'adapte face au changement, mais n'empêche que l'héritage permet de développer une forme de résilience face aux nouveaux enjeux. Mais lorsque l'on ne comprend pas sa langue maternelle, qu'on ne sait pas d'où on vient, ou encore qui est notre famille et quelles sont nos coutumes, et qu'on ne fait en plus aucun effort pour s'y intéresser, comment faire face à l'avenir? Je vous pose la question. Surtout après tout ce qui s'est passé et tout ce qui continue de se passer, je pense que le combat s'annonce quand même assez difficile. Donc aujourd'hui, il est temps, si ce n'est pas encore le cas, de se reprendre en main et de faire le pas vers la réconciliation avec nous-mêmes. Accepter notre héritage et ne plus le rejeter. Même si c'est difficile, car il y a encore des moyens de pression, mais nous ne sommes plus à la période où il fallait complètement se cacher comme il y a 50 ans. Les communautés s'assument. Le ménaloderme assume de plus en plus sa couleur de peau. Bien que beaucoup aient du mal encore à accepter leur mélanine, mais qu'on le veuille ou non, elle est là. C'est pareil pour les cheveux. Il s'assume sur différents plans au niveau de sa chevelure, son apparence physique. On a vu de nombreuses revendications nappy hair qui sont apparues justement par-ci par-là depuis un nombre d'années. Alors qu'à une certaine époque, il ne fallait pas montrer ses cheveux texturés. Il fallait se cacher même. Le seul cheveu, on va dire, toléré, accepté, c'était le cheveu caucasien, plutôt lisse. Et enfin, encore une fois, l'importance de nos langues. Les travaux de nos historiens, anthropologues, ethnologues, comme Cheikh Anta Diop ou Amadou Hampâté-Bâ ont révélé qu'il existait, par exemple, de nombreuses similarités culturelles et linguistiques entre les différentes communautés africaines. Ça, ce sont des choses que parfois on ignore ou qu'on peut savoir, mais on n'en est pas conscient. Moi, par exemple, je ne pouvais pas imaginer, ne serait-ce qu'il y a 3 ans, qu'il y avait un livre intitulé « Les racines bantoues du latin ». Le latin, là, qu'on a entendu parler tous les jours quand on était au collège, là, la langue à l'origine des langues romanes, donc le français, l'italien, le portugais, trouve son origine dans les langues africaines. Mais c'est incroyable. Mais pour ça, il faut lire, il faut chercher, il faut creuser, il faut vouloir sortir de son ignorance et de sa zone de confort. Car rien ne tombera du ciel, sans effort, en dehors de la pluie. Donc vous voyez, on ne peut plus juste se cacher, faire les choses en douce et fuir. Et trouver des raisons. De toute façon, comme le dit un proverbe africain, le serpent qui se cache dans l'herbe finira par être vu. Alors mes amis, mes frères et sœurs, mes pangui, bandeko comme on dit chez nous, prenez vos bâtons de pèlerin, éduquez-vous. Il y a plein de documentaires, il y a des émissions radio, TV, des livres d'auteurs africains pas très chers, en version papier, en version numérique et même audio. Honnêtement, il y a plein de vidéos accessibles. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses disponibles qui permettent de sortir de son ignorance et d'en savoir un peu plus sur notre culture, sur notre identité, sur qui nous sommes. Vraiment, à part si vous vivez dans la forêt, dans le bassin du Congo là, ou dans l'Amazonie vers le Brésil, vous n'avez pas beaucoup d'excuses. Non, déjà même, je me trompe, même eux, malgré leur déconnexion à Internet, ils connaissent mieux leur histoire justement et leurs valeurs en fait.
Ils transmettent toujours leurs coutumes dans la mesure du possible, contrairement à nous qui ne sommes plus si connectés que ça. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose. Ne vous éteignez pas comme quand on éteint une bougie. Parlez à vos proches, faites preuve d'humilité. Allez vers les personnes susceptibles de vous enseigner et de vous apporter des réponses. Des amis, des grands frères, des grandes sœurs. Même quand vous êtes orphelin, il y a toujours des gens autour de vous. Vous ne vivez pas seul sur une île déserte. Donc allez voir les yayas, comme on dit. Reconstituez même votre arbre généalogique si vous pouvez. Moi-même, je l'ai fait. Pendant que je vous parle, là, j'ai fait mon arbre généalogique justement pendant que je suis rentrée au pays. Pendant un voyage, j'ai eu l'occasion de parler à mon grand-père et je lui ai demandé de me raconter un peu ma lignée, de me raconter l'histoire de la famille. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de le savoir parce que c'est très important. Parce que vous-même à votre niveau, si vous n'avez pas d'informations, qu'est-ce que vous allez transmettre à votre descendance en fait? Qu'est-ce que vous allez dire même à vos petits frères, à vos enfants? Qu'est-ce que vous avez gardé? Parce que si vous n'avez rien, vous n'aurez rien à transmettre. Fait que c'est du vide et du vide en continu à chaque fois. Et il faut arrêter ce schéma-là parce que c'est un cercle vicieux. Donc parfois, il faut mettre son ego de côté et accepter que vous ne savez rien aussi et aller vraiment vers une démarche d'ouverture. Donc avant qu'il ne soit trop tard, car la vie sur Terre n'est pas illimitée. Il faut agir pendant que c'est encore possible. Et le dernier conseil vraiment que je vous donnerai, c'est n'ayez pas peur. On va vous juger, on va vous rejeter, moi-même je l'ai vécu, on va vous mettre des bâtons dans les roues par vos amis, par vos proches, bref, même par des inconnus. Mais gardez la foi. Là pour le coup c'est utile. Non, plus sérieusement, la foi c'est important. Mais l'ignorance et la bêtise, ça ce n'est pas bon. Et encore moins le déni. Il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Ça évite aussi d'être déstabilisé au moindre mouvement et d'être manipulé n'importe comment. Soyez vrai et assumez-vous. Le reste viendra et se fera naturellement. Donc, se connaître, c'est important. Savoir d'où on vient, connaître son histoire, c'est important à l'heure actuelle. Surtout pour notre communauté qui, on sait, a beaucoup souffert, a perdu beaucoup d'éléments de son identité. Mais en cherchant un peu, on peut retrouver des informations. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Matondo mamingi, adiarama, dieredieuf. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines parce que je vais recevoir un invité qui va à son tour nous parler de son vécu et surtout va nous donner son avis sur tout ce que j'ai évoqué là, sa perception. Comme on aime les histoires, surtout celles des autres, on ne va pas s'en priver. Donc à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.